Bonjour à toutes et à tous. On a maintenant le plaisir d'accueillir Kevin Jean, qui est maître de conférence ici même, au CNAM, et qui travaille en épidémiologie sur l'évaluation des risques pour la santé. C'est une question qui traite notamment dans la formation pour la santé publique et pour la santé au travail. Et notamment, donc, il examine aussi donc, les modèles mathématiques de prévention, notamment donc, des maladies et des risques pour la santé de manière plus générale. Tout ça explique la question qui l'occupera aujourd'hui, à savoir comment les questions de santé guident-elles les choix en matière de transition énergétique. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Donc voilà, le thème de cette présentation, en effet, comment quelque part les questions de santé peuvent s'inviter dans les débats autour de la transition écologique, autour des transitions énergétiques. Et on va voir que c'est quelque chose qui ne revient pas souvent. Enfin, la dimension de la santé n'est pas souvent présente dans ces débats autour des trajectoires de neutralité carbone, des trajectoires de décarbonation. Et on va voir qu'on pourtant, la prise en compte de la dimension de la santé peut avoir des choses à nous apprendre. Alors, quelques éléments sur le fait que le domaine de la santé a mis peut-être un peu de temps à s'investir des questions de transition écologique, des questions de crise climatique, de perte de biodiversité. Mais depuis quelques années, le domaine de la santé prend vraiment au sérieux ces questions des risques pour la santé, du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité. Je vous ai ici mis l'exemple de deux initiatives qui sont sans précédent. Enfin, la première était sans précédent en 2021, juste avant la COP de cette année. Plus de 200 revues médicales revues scientifiques médicales en santé ont publié un éditorial commun appelant à l'action urgente pour limiter la température, l'augmentation de température et restaurer la biodiversité pour au final protéger la santé des populations. Donc 200 journaux qui publient exactement le même article avec des revues parmi les plus connues, New England Journal of Medicine, le Lancet également, pour lancer un appel très fort de mobilisation de la communauté de la santé autour des enjeux du climat et de la biodiversité. Et donc je disais que c'était sans précédent, mais cette année, très récemment, il y a une semaine, la même initiative a été reprise, encore une fois, en amont de la COP, pour inviter les questions de santé au sein de ces négociations internationales autour du climat et en faisant le lien également autour de la biodiversité. Donc en effet, on sait maintenant, et c'est bien connu et bien documenté, que le changement climatique, le réchauffement climatique, peut impacter la santé des populations de plusieurs façons. On va avoir des variables climatiques qui vont directement affecter les organismes, qui vont directement affecter le corps humain. C'est typiquement le cas de la chaleur. Dans les vagues de chaleur, le métabolisme est affecté, on a des effets directs sur la santé. Mais la crise climatique, elle peut également affecter la santé des populations par différents autres moyens plus indirects. Ces moyens, c'est par exemple l'effet que les dérèglements climatiques vont avoir sur les écosystèmes. Un exemple qu'on a bien vu cet été, le dérèglement climatique provoque des sécheresses. Ces sécheresses peuvent se transformer, peuvent faciliter les incendies, les grands feux de forêt, les méga-feux. Ces feux de forêt provoquent de la pollution atmosphérique, des particules fines. Et on a vu les images de New York vraiment sous la fumée pendant plusieurs semaines, avec là des répercussions sur la santé. Donc là, un effet indirect du changement climatique via son effet sur les écosystèmes. Un autre exemple de cet effet, ça va être tout ce qui est perte de rendement agricole lié aux sécheresses, là aussi, aux aléas climatiques, qui vont avoir un effet sur la santé nutritionnelle des populations. Et enfin, le dérèglement climatique peut avoir un effet également indirect sur la santé via les perturbations qu'il va engendrer sur des systèmes socio-économiques, sur l'organisation des sociétés. Un exemple très frappant, c'est celui du poids de l'impact que va avoir les événements climatiques extrêmes sur les systèmes de santé. Pendant la canicule de cet été, en juillet, on a vu les services d'urgence en Italie avoir une surfréquentation de l'ordre de 30%. Donc les urgences sont engorgées du fait de ce réchauffement climatique. Un autre exemple, une évaluation de risque qui a été faite en France. Si on avait à nouveau une crue de la Seine à Paris du niveau de celle qu'on a connue en 1910, alors on sait qu'on aurait 40% des hôpitaux parisiens qui seraient sous l'eau. À un moment où on aurait en plus besoin de ces hôpitaux parce que on aurait une inondation large et potentiellement des personnes vulnérables à traiter. Donc voilà, des effets indirects sur la santé, des effets indirects du changement climatique sur la santé, des effets indirects via les écosystèmes et des effets indirects via le système de santé notamment. Donc voilà pour le volet climat. Le lien entre perte de biodiversité
Et santé est là bien connu, hein, l'exemple du Covid, hein, de l'émergence du Covid l'a illustré. Quand on vient perturber des écosystèmes, on vient menacer des équilibres, on vient faciliter l'émergence de pathogènes ou le passage d'un pathogène d'une espèce à une autre, ce qui peut se traduire par l'émergence de pathogènes. Et là, le rôle de la biodiversité, enfin des pressions sur la biodiversité est extrêmement important quand on parle de risques infectieux émergents. Donc c'est quelque chose qui est identifié depuis quelques années maintenant, hein, le champ de la santé, comme je le disais, s'investit de ces questions, mais s'investit d'une façon qui est assez axée autour, comme je le montre là, autour des effets. Quand on regarde, par exemple ici sur le lien entre climat et santé, toute la littérature scientifique publiée, donc ici ce sont le nombre d'articles scientifiques qui répondent au champ climat et santé, finalement 80% de ces articles scientifiques sur la thématique climat et santé vont documenter des impacts du changement climatique sur la santé. Et finalement la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est de cette recherche-là qu'on a besoin pour nourrir l'action ? Est-ce que documenter encore toujours la catastrophe climatique, les impacts, c'est quelque chose qui suffit, en tout cas qui entraîne à l'action des sociétés, des individus, des dirigeants ? Et là, le champ plutôt on va dire des sciences de la communication, ce que nous dit ce champ de cette discipline-là, c'est que peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que documenter encore et toujours des impacts qui sont très généralement documentés avec une certaine distance dans le temps. On va parler de l'impact du changement climatique en 2050 ou en 2100, parfois également distancié dans la géographie, on va parler des impacts dans d'autres régions du monde. Ben, ce n'est pas ça finalement qui va suffire pour mouvoir des personnes, pour convaincre des décideurs. Et peut-être qu'il va falloir s'intéresser un peu plus et laisser plus de place à ces 20 autres % des articles sur le champ de la thématique santé et climat, qui sont des articles qui là vont traiter des impacts sur la santé de l'adaptation au changement climatique ou de la mitigation en anglais, donc de l'atténuation des effets du changement climatique. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on arrive au champ de ce qu'on appelle les co-bénéfices pour la santé de l'action climatique. Le GIEC, dans son dernier rapport de 2023, explique que les politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, donc s'adapter et réduire les émissions de gaz à effet de serre, en plus des bénéfices climatiques attendus de ces politiques, vont également avoir de nombreux co-bénéfices, en particulier en ce qui concerne la qualité de l'air et la santé. Et en plus, dans son rapport, donc là c'est le rapport du groupe 3 du GIEC, ce groupe 3 nous disait que sur la base d'études empiriques, d'enquêtes en population, qui nous disait que mettre en avant le fait que des politiques d'adaptation et d'atténuation vont avoir des bénéfices pour la santé, c'est quelque chose qui motive à l'action, en tout cas, qui peut être un fort levier d'action. Alors qu'est-ce que ça peut être, ces co-bénéfices pour la santé de l'action climatique ? Je vais vous donner un petit exemple dans le champ des transports. Avec ce lien, justement, comment les questions de santé peuvent, quelque part, s'inviter sur le débat autour de la transition énergétique dans le domaine des transports. Dans le domaine des transports actifs, depuis notamment quelques années, donc les transports actifs. Quand on parle de transports actifs, on parle principalement de la marche et du vélo, des transports qui induisent une activité physique chez les personnes qui les pratiquent. Et donc, dans le débat sur la transformation du secteur des transports depuis quelques années, on a quelque chose qui s'est invité au débat, c'est la place du vélo. Donc le vélo qui est un transport actif dans le rôle des transports. Et quand on discute un peu, quand on voit un peu comment est le débat autour de la place à faire ou non au vélo dans les transports est tourné, en fait, on voit que les discussions, les arguments tournent essentiellement autour du rôle du vélo pour justement l'atténuation des effets du changement climatique, ou alors pour des questions de souveraineté politique à la faveur de la crise ukrainienne, notamment le fait que dans un contexte de crise énergétique, le vélo est peut-être un moyen de locomotion qui permet une certaine souveraineté énergétique. Des questions de climat, des questions d'énergie, mais dans ce débat, très peu de place aux questions de santé. Or, on a de bonnes raisons de penser que les questions de santé peuvent justement s'inviter à ces questions autour de la place du vélo dans le débat public. Deux éléments à connaître, c'est que le vélo, je l'ai dit, ce sont des transports actifs qui entraînent un certain niveau d'activité physique pour les personnes qui le pratiquent. Or, on sait qu'en France, comme dans beaucoup de pays occidentaux, on est sur une épidémie d'inactivité physique. On considère en France dans les pays occidentaux, que plus de 40% de la population adulte ne pratiquent pas un niveau d'activité physique au niveau recommandé par les organisations internationales de santé. Et ça se traduit par des effets à la fois sanitaires et économiques. Les chiffres qu'on a en Europe, c'est qu'on estime qu'environ 10% de tous les décès sont attribuables à ce manque d'activité physique.
Et que, en ce qui concerne les dépenses de santé, donc là un indicateur économique, les dépenses de santé liées aux maladies chroniques, les maladies non transmissibles, eh bien environ 30% de ces dépenses pourraient être évitées si on avait un niveau d'activité physique suffisant. Alors quand on dit ça, très souvent, on a une image de l'activité physique, donc du sport, de l'activité physique, qui est quelque chose de très individuel. Il faudrait, vous savez, faire en sorte que les gens dans leur vie de tous les jours aient plus d'incitation à faire de l'activité physique. Ce qu'on a dans le débat actuellement, assez récemment, ce sont des mesures pour permettre aux médecins généralistes de prescrire de l'activité physique. Mais vous voyez bien que là, on est sur une dimension très individuelle. Comment on fait pour qu'un individu change ses comportements? Et ce que nous dit une évaluation collective de l'ANSES, c'est que finalement, cette question d'activité physique, elle a à voir avec des politiques collectives, des choix de société, et notamment dans l'organisation des transports. Le fait de favoriser la pratique active, ça peut être quelque chose qui soit au cœur de politiques publiques de transport. Donc une vision de cette activité physique qui change quelque part. Ce n'est pas seulement une question individuelle, comment on fait pour que des individus changent de comportement, mais il y a quelque chose qui est là de l'ordre vraiment de la politique publique dans le domaine des transports. Et donc la place qu'on laisse justement à des mobilités actives comme le vélo ou la marche, comme on les soutient par des politiques publiques, peut justement avoir un impact sur cette épidémie d'inactivité physique. Alors, avant de continuer cette présentation, 2 informations préalables à garder en tête, qui sont là vraiment du domaine du consensus scientifique dans le domaine. Premièrement, la balance bénéfice-risque des transports actifs est très largement et presque toujours favorable. C'est-à-dire que effectivement, on a un certain surrisque quand on pratique les transports actifs comme la marche et le vélo. Quand on a le vélo, on pense évidemment aux accidents de la route en vélo. Un autre risque associé à ces transports actifs, c'est la surexposition à la pollution atmosphérique. Quand on fait du vélo ou de la marche, on ventile un petit peu plus, donc on respire plus de polluants. Mais en revanche, on a des bénéfices, et notamment l'activité physique. Et ce que nous disent l'ensemble des évidences scientifiques dans cette revue systématique, c'est que les bénéfices liés à l'activité physique sont très largement supérieurs aux risques induits par les accidents de la route ou la pollution atmosphérique. Donc cette balance bénéfice-risque, toujours quasi systématiquement favorable. L'autre point, c'est qu'on a toujours la question de se dire, oui, mais dans le débat politique, on ne va pas construire de pistes cyclables, par exemple, parce qu'on n'a pas assez de cyclistes. Ça ne sert à rien de construire une piste cyclable pour 2 cyclistes. Ce que nous disent là aussi des revues systématiques, donc le plus haut niveau de preuves scientifiques, c'est que dans le domaine des transports actifs, ce sont les infrastructures qui vont induire la demande. Quand on fait des pistes cyclables, alors après, on a des vélos sur ces pistes. Et ça, encore une fois, c'est vraiment du domaine du consensus. Alors, je vais passer assez vite, juste pour vous donner quelques éléments sur les méthodologies et les indicateurs qu'on utilise dans ce type d'études sur l'impact pour la santé de politiques, et notamment de politiques de transport, de politiques publiques ou de politiques de transport. En général, ce à quoi on va s'intéresser, ce sont des indicateurs de santé comme les nombres de décès évités, les nombres de maladies évitées. Un des indicateurs qu'on retrouve assez souvent, qui n'est pas forcément le plus intuitif, c'est celui des nombres d'années de vie préservées, corrigées par l'incapacité, ce qu'on appelle en anglais les DALY, les Disability Adjusted Life Years. Et donc ça, c'est un indicateur qu'on aime bien parce que ça intègre à la fois la mortalité avec le nombre d'années de vie perdues et également la morbidité avec le nombre d'années de vie corrigées par l'incapacité. Et finalement, quand on arrive à sommer toutes ces années de vie perdues, on a quelque chose qui prend en compte à la fois ces décès évités et ces maladies évitées. Alors, le truc n'est pas très facile à comprendre comment c'est calculé. Je vous fais juste un tout petit exemple numérique pour qu'on le comprenne. Imaginons une intervention de santé. Par exemple, dans une ville, on va construire un rond-point à la place d'une intersection où il y a beaucoup d'accidents. Et on se rend compte que ce rond-point pourrait permettre d'éviter le décès d'une personne en moyenne de 72 ans et par exemple un cas de diabète chez une personne de 52 ans. Par le décès, on va pouvoir calculer les années de vie perdues, par la prise en compte du décès, par la prise en compte du diabète, les années de vie par incapacité. Pour le diabète, on a des estimations d'experts qui nous disent qu'en gros, on peut considérer qu'une personne touchée par le diabète a un pourcentage d'incapacité de l'ordre de 7% et on est en population française pour laquelle l'espérance de vie est de l'ordre de 82 ans. Et donc là, on voit comment on va calculer ici les DALY, donc les années de vie préservées. En termes d'années de vie perdues, on a évité le décès d'une personne de 72 ans, c'est-à-dire qu'on a gagné par rapport à l'espérance de vie 10 années de vie pour cette personne. Et on a préservé un autre cas de diabète dans la population d'une personne de 52 ans qui, sans cette intervention, aurait vécu, donc 82 moins 52, aurait vécu 30 ans
avec le diabète, donc avec un pourcentage d'incapacité de 7%, 30 ans fois un pourcentage d'incapacité de 7%, ça fait en tout 2 années de vie avec incapacité. Et en sommant les deux, on arrive à une intervention qui aura permis de préserver 12 années de vie corrigées par l'incapacité. Voilà ce que mesure ces DALI, en sommant encore une fois l'incapacité qui prend en compte un pourcentage d'incapacité et la mortalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite les économistes vont avoir différentes façons de monétariser, de donner une valeur monétaire à ces indicateurs. Ça va être ce qu'on appelle des coûts intangibles de santé. Ces coûts intangibles de santé, ils peuvent être basés sur ce qu'on appelle la valeur statistique d'une vie ou la valeur d'une année de vie, avec des méthodologies qui sont pour le coup très empiriques. Et ce n'est pas seulement des calculs d'économistes sur la productivité perdue. Ce sont des calculs assez empiriques, on pourra y revenir si ça vous intéresse. Et en France, ce qui est important, c'est qu'on a là des valeurs guides qui sont recommandées, des valeurs qu'on utilise très largement en France pour tout ce qui est évaluation des bénéfices socio-économiques d'investissement public. Et en gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'une vie en France, quand on doit évaluer combien on peut monétariser une vie préservée, la valeur d'une vie préservée, d'une vie statistique, ça veut bien dire qu'on est sur quelque chose qui n'a pas de tangibilité, on parle de coût intangible, est de l'ordre de 3,7 millions d'euros. Une année de vie, donc celle que je vous ai montré comment on les calcule avec les DALI, une année de vie est monétarisée, une année de vie statistique est monétarisée à hauteur de 147 000 euros en France. Ici, on parle de coûts intangibles de santé. Ces coûts intangibles, vous voyez bien qu'ils n'ont pas de réalité palpable. Ils représentent quelque part le coût que la société attribue à une vie ou une année de vie. Mais ce n'est pas de l'argent sonnante et trébuchante. On n'est pas sur des coûts tangibles, c'est pour ça qu'on appelle ça des coûts intangibles. À l'inverse, on peut avoir pour la santé ce qu'on appelle des coûts tangibles de morbidité. Donc là, ce sont des coûts qui vont être associés à des pathologies. Et là, c'est beaucoup plus facile à calculer. On se base sur les données de remboursement de la sécurité sociale. Et on sait, par exemple, qu'au cours de sa vie, en moyenne, une pathologie coronarienne, donc une maladie cardiaque, va coûter à la société environ 20 000 euros. Que ce soit en termes de coûts médicaux, donc les médicaments, les consultations à l'hôpital, mais également les indemnités journalières. Un cas de diabète, par exemple, est chiffré en moyenne à 36 000 euros. Ça prend en compte également la durée moyenne de la maladie. Et là, on parle vraiment de coûts tangibles de morbidité parce que c'est vraiment des coûts basés sur des dépenses de santé. Et là, si on évite des cas de maladie, on évite vraiment des dépenses pour la sécurité sociale. Ouais, on a d'un côté des coûts intangibles de santé avec des indicateurs qui sont quelque part une appréciation de la valeur que la société donne à une vie. Là, on est sur des coûts tangibles parce que vraiment basés sur des dépenses de santé. Une des limites, c'est que dans ces coûts tangibles, quelque part, les décès évités, un décès, ça ne coûte pas en termes de coûts médicaux, il n'y a pas de coûts médicaux associés à un décès, donc ces coûts tangibles de morbidité, ces coûts médicaux sont quelque part insensibles au décès, ils sont aveugles sur la question des décès, donc ils ne prennent pas en compte ces éléments. Quelques éléments maintenant pour vous expliquer comment, à partir de ces indicateurs, on peut estimer les bénéfices climatiques et sanitaires du vélo en France. Donc pour ce faire, on a voulu mener dans une étude qu'on est en train de finaliser, évaluer à la fois la mortalité et la morbidité de la pratique du vélo au niveau de l'année 2019 en France. Pour la mortalité toute cause, donc tous les cas de décès, et pour 5 pathologies chroniques, là aussi où on a des preuves scientifiques d'études épidémiologiques qui nous disent que ces pathologies sont associées à un manque d'activité physique. Et donc dès lors, si on pratique de l'activité physique, on va prévenir ces maladies. Et dans cette étude, on a également voulu chiffrer les émissions de CO2 évitées par le vélo. On a pu le faire sur la base d'une enquête en population, l'enquête mobilité des personnes, de grandes enquêtes sur un échantillon représentatif de la population que l'INSEE conduit tous les 10 ans. Et donc dans son dernier volet en 2019, pré-Covid, c'est important parce qu'on sait que les pratiques de vélo ont beaucoup augmenté depuis, avec une méthode qui est celle qui est utilisée par Santé publique France, qui s'appelle l'évaluation quantitative d'impact sanitaire, qui nous permet justement de quelque part rendre visibles tous ces bénéfices pour la santé qu'on ne peut pas capter avec des données de santé classiques. Et donc pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle une fonction dose-réponse, quelque chose qui associe l'exposition à laquelle on s'intéresse, ici l'exposition c'est faire du vélo, avec un événement de santé et un élément, et là c'est également quelque chose qui est basé sur une méta-analyse d'études de cohorte, donc le plus haut niveau de preuve scientifique, avec des études de tous les pays du monde. Dans cette étude, il est chiffré que 100 minutes de vélo par semaine, 1h40 de vélo par semaine, réduit le risque de mortalité toute cause de 10%. C'est quelque chose de très fort. Là, on a ce qu'on appelle une relation dose-réponse très forte. Et on parle bien ici de décès toute cause, c'est-à-dire que ça prend quelque part en compte le surrisque d'accident.
Et donc dans cette étude, finalement, ce qu'on a essayé de faire, c'est, je vais passer un peu plus vite, mais de regarder qui faisait du vélo, quelle tranche d'âge faisait du vélo en France, quels étaient les risques de maladies, de mortalité associées à ces tranches d'âge, et de combien, du coup, en basant cette relation dose-réponse et les mêmes relations pour 5 pathologies, comment on pouvait chiffrer, à combien on pouvait chiffrer les bénéfices du vélo en France. Pour vous donner quelques éléments sur les pathologies qu'on a considérées, en plus de la mortalité, on a considéré le diabète de type 2, la démence, les maladies cardiovasculaires et 2 types de cancers, pour lesquels nous avons bien des coûts médicaux, également ces pourcentages d'incapacité que je vous ai permis, qui vont nous permettre de calculer les DALI, et ces mêmes éléments de relation dose-réponse. Alors, ce qu'on a fait justement avec cette étudiante Émilie Schwartz, on a commencé à documenter la pratique du vélo en France. En France, on fait en moyenne, pour les adultes, 9 minutes de vélo par semaine. C'est moins que les Néerlandais de plus de 80 ans. Les Néerlandais de plus de 80 ans font plus de vélo que la moyenne des Français. Donc ça paraît très peu. Encore une fois, ça a augmenté depuis la crise Covid notamment. Mais ces niveaux, même très faibles, permettent déjà, dans cette évaluation, d'éviter de l'ordre de 2000 décès par an en France et 5000 cas de maladies chroniques, principalement du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Donc là, on est sur des décès et des maladies chroniques évitées par ces 9 minutes de vélo par semaine. Donc quelque chose qui permet de rendre visibles les effets pour la santé déjà acquis, entre guillemets, du vélo. Et ce qu'on a pu faire également dans cette étude, je vous l'ai dit, c'était en plus de chiffrer, je remets ici les résultats, les 2004 décès évités par an, les nombres de maladies chroniques, on a pu également chiffrer les tonnes de CO2, les mégatonnes de CO2 évitées dans ce cas. Un point qui est intéressant, c'est qu'on a pu également là mettre en regard donc, le nombre de kilomètres parcourus en vélo par an en France. En 2019, on était à environ 5 milliards de kilomètres en vélo parcourus, à ces fameux coûts intangibles de santé que je vous ai présentés, qui somment les années de vie perdues, les années de vie par incapacité, et qu'on peut monétariser. Quand on monétarise quelque part ces 2004 décès évités, ces 5000 cas de maladies chroniques évitées, on arrive à peu près à 5 milliards d'euros de coûts sociaux évités. Et quand on les rapporte aux kilomètres parcourus chaque année en vélo, on constate qu'en fait, chaque kilomètre de vélo parcouru en France économise environ 1 euro de coût intangible de santé pour la société, ce qui est tout simplement considérable. L'autre chose qu'on a pu faire dans cette étude, sur la base de la simulation mathématique, de modélisation, c'est de chiffrer quel serait l'effet d'une politique publique qui conduirait à reporter 25% des trajets qui sont effectués en voiture actuellement, des trajets courts, là on est sur des trajets de moins de 10 km, de reporter 25%, un quart de ces trajets vers le vélo. Donc qu'est-ce qui se passait si on avait une politique publique qui arrivait à ce résultat? Et là on peut chiffrer à nouveau les bénéfices de santé, donc ce qu'on a chiffré c'est qu'on pourrait éviter 5000 décès en plus, mais on peut là aussi chiffrer les bénéfices climatiques, c'est-à-dire là les mégatonnes de CO2 évitées par une telle politique de transport. Donc un bénéfice à la fois, un chiffrage des bénéfices santé, climat et économie. Donc là, on est quelque part sur une méthode d'évaluation qui permet de rendre visibles tous ces bénéfices, à la fois pour la santé, pour le climat, pour l'économie, de politiques qui permettent d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre dans le champ des transports. Et donc je dis bien d'atténuer parce que là, on est sur des politiques de réduction des émissions. On peut se poser la même question, cette fois-ci d'une manière un peu plus ambitieuse. En se disant, on ne va pas regarder simplement l'effet de politiques qui réduisent les émissions, mais on va regarder l'effet de politiques qui seraient prises dans une perspective de neutralité carbone. Des perspectives de neutralité carbone, en France, on en a. C'est ce qu'on appelle des scénarios de neutralité carbone, qui sont des exercices de prospective, de modélisation socio-économique, qui vont nous dire comment on fait à l'échelle d'un territoire comme la France, d'une société, pour suivre une trajectoire qui nous mène vers la neutralité carbone, très souvent en 2050. Des scénarios de neutralité carbone, l'ADEME en fait, l'agence de transition écologique, des associations comme Négawatt en font, et RTE, le réseau de transport électricité, fait ces scénarios de neutralité carbone. Ces scénarios, ils vont détailler de manière chiffrée les évolutions qu'on va attendre dans les principaux secteurs d'activité pour atteindre justement la neutralité carbone en 2050. Typiquement, ces scénarios vont nous expliquer comment va évoluer le flux de passagers par type de transport dans une perspective de neutralité carbone. Ici, le scénario de l'association Négawatt qui nous explique comment doit évoluer la demande passagers en différents types de transports en 2050 dans un objectif de neutralité carbone. Ce qui est important, c'est que ces scénarios ils sont cohérents entre eux. D'un côté, on doit produire de l'énergie, de l'autre côté, on dépense de l'énergie dans des usages. Et dans ces scénarios, il faut boucler les deux. Il faut que la production soit cohérente avec la consommation.
Et ce qui va être intéressant, c'est que dans une perspective de santé, on va pouvoir utiliser beaucoup de ces éléments chiffrés pour calculer des bénéfices de santé à ces exercices de transition de neutralité carbone. Pourquoi ? Parce que finalement, des politiques qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit dans les transports, dans l'industrie ou l'énergie, dans l'alimentation, dans le logement, eh bien, toutes ces politiques vont pouvoir se traduire par ce qu'on appelle des co-bénéfices pour la santé, ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, pour vous reprendre cet exemple, toujours dans le domaine des transports, on s'est appuyé dans cette étude qui a été conduite par cet étudiant Pierre Barban sous ma direction. On a essayé de chiffrer les bénéfices pour la santé des transports actifs, toujours marché vélo, cette fois-ci dans le scénario de neutralité carbone développé par l'association Négawatt. Alors ce scénario, l'association Négawatt a développé un scénario qui est assez largement basé sur les leviers que sont la sobriété et l'efficacité. C'est vraiment, Négawatt est connu pour avoir popularisé cette notion de sobriété. Donc là, on est sur un scénario qui fait une place belle aux questions de sobriété et d'efficacité énergétique dans la neutralité carbone. Le scénario Négawatt fait donc des hypothèses, des projections sur ce que devrait être la demande en transport en termes de vélo et de marche, ici en kilomètres par semaine et par habitant en France. Ce sont les projections de ce scénario Négawatt. Le vélo doit faire un boom de x7 ou x8 à l'échelle 2050, ce qui reste en dessous du niveau qu'on a actuellement aux Pays-Bas ou au Danemark. Donc on reste sur des niveaux de vélo qui ne sont pas déraisonnables, qui sont déjà atteints dans d'autres pays. Et on a utilisé ici la même relation dose-réponse dont je vous ai parlé, 10% de réduction du risque de mortalité pour 1h40 de vélo par semaine. Ces projections de l'augmentation du vélo et de la marche, dans cette étude, on les a ventilées par tranche d'âge. On les a réparties sur toute la population. Donc on a fait ce qu'on appelle un scénario d'exposition et par la même méthode que je vous ai présentée, on a pu calculer les bénéfices pour la santé et l'économie de cette augmentation de la marche et du vélo, donc les bénéfices économiques sanitaires de l'augmentation de l'activité physique en lien avec cette hausse du marché du vélo. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'horizon 2040, donc on arrive quelque part au pic de cette demande en vélo. À l'horizon 2040, les bénéfices sanitaires du vélo permettent d'éviter environ 10 000 décès par an, près de 3 mois de gain d'espérance de vie. Pour avoir un point de comparaison, la crise Covid, ça s'est traduit par une perte d'environ 6 mois d'espérance de vie en France, donc 3 mois d'espérance dans toute la population, c'est quelque chose d'assez conséquent. Et quand on monétarise ces bénéfices pour la santé, on arrive à quelque chose de l'ordre de 35 milliards d'euros évités par an, en coûts sociaux évités. Alors ça, c'est très important de rendre ça visible, encore une fois, parce que quand on parle de transition énergétique, de transition écologique, on en parle très souvent en termes de coûts pour la société. Combien ça va coûter de transformer un système énergétique, là, on arrive à chiffrer également les bénéfices, et ici les bénéfices pour la santé. Alors ça, je vous l'ai dit, c'est un exercice qu'on a fait dans le cadre d'un scénario, le scénario Négawatt, qui présente une vision de la neutralité carbone. La question, c'est est-ce qu'on pourrait faire ce même exercice avec des visions contrastées de la neutralité carbone, avec cette idée, encore une fois, de la santé pour guider au travers de choix différents de neutralité carbone. Et bien ça, justement, j'en ai parlé. Pour cet exercice, l'ADEME a justement, l'an dernier, développé non pas 1, mais 4 scénarios différents de neutralité carbone. 4 scénarios dans lesquels la France atteint la neutralité carbone en 2050, mais par des voies très différentes. Dans certains de ces scénarios, on a des voies qui font vraiment la part belle, là encore, à la frugalité, à la sobriété. Dans d'autres scénarios, on est beaucoup plus sur des scénarios technologiques, où là, c'est l'innovation technologique qui va nous permettre d'atteindre la neutralité carbone. Encore une fois, ces scénarios vont détailler les consommations, les productions d'énergie dans différents secteurs, ils vont détailler l'évolution attendue dans le secteur des transports et notamment des transports actifs, marché vélo, et cette évolution, on peut la traduire en bénéfices pour la santé. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est comparer un petit peu ce que donneraient ces projections d'augmentation des transports actifs dans ces 4 scénarios, de les comparer, de les chiffrer en termes de minutes par jour ou par semaine d'activité physique liée à la marche et au vélo, et de comparer ça aux recommandations internationales. Donc ici, c'est ce que vous avez avec le scénario de comparaison, les 4 scénarios de l'ADEME ici, en pointillé les niveaux d'activité physique de 2015 et en pointillé ici les recommandations de l'OMS. Donc on voit qu'en 2015, on est très en dessous des recommandations de l'OMS. Et bien dans ces scénarios de neutralité carbone, dans les 2 premiers scénarios qui sont plutôt des scénarios sobriété, qui laissent vraiment la part belle là aussi à la marche et au vélo, donc au sport actif, eh bien on voit qu'à l'horizon 2050, dans ces 2 scénarios, du simple fait de l'activité physique générée par la marche et le vélo, on arrive, pour toute la population, à être au-dessus des recommandations d'activité physique, alors que les 2 autres scénarios n'y parviennent pas.
Par la même méthode que je vous ai montré, on peut calculer là aussi les nombres de décès évités correspondant à chacun de ces scénarios, les coûts annuels évités du fait de l'activité physique pour chacun de ces scénarios. Et ce qu'on montre avec les mêmes méthodologies ici dans la thèse de Léo Moutet, c'est que les deux scénarios plutôt basés sur des méthodes sur des leviers de sobriété, et donc qui vont être ceux qui font les hypothèses les plus importantes en termes de hausse des transports actifs, eh bien ce sont les deux scénarios qui se traduisent par les plus grands gains sanitaires en termes de décès évités et donc en termes de coûts sociaux évités, alors même que le scénario le plus technologique, qui pour le dire de manière grossière se contente dans le domaine des transports d'électrifier des voitures, et donc en termes de demande passagers et de demande de transport et de la voiture individuelle, il n'y a pas d'autres modifications en termes de comportement au-delà d'électrifier la voiture. Et bien dans ce scénario, finalement on va arriver à un nombre de décès même supérieur par rapport au scénario business as usual. Pourquoi ? Parce que finalement dans ce scénario on fait l'hypothèse que des tendances à toujours plus d'inactivité physique vont perdurer dans ce scénario beaucoup plus technologique. Donc voilà comment finalement la dimension de la santé peut nous apporter un critère discriminant au sein de 4 scénarios. Ces 4 scénarios, ils sont plus ou moins équivalents d'un point de vue de neutralité carbone parce qu'ils ont été conçus pour le faire. Ils ont été développés pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Eh bien, on voit qu'en termes de bénéfices ou d'effets sur la santé, ces 4 scénarios, ils sont finalement très différents et que la santé, le critère de santé nous permet d'avoir des évaluations très différentes, de faire des choix plus éclairés sur ce critère au sein de 4 scénarios. Quelques éléments maintenant, parce que j'ai donné beaucoup de chiffres et c'est toujours très dur d'avoir des éléments de comparaison en termes de chiffres, donc des éléments de comparaison. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce scénario de report modal quand on parlait de reporter 25% des trajets courts de la voiture vers le vélo. Ce scénario permettrait d'éviter environ 5000 décès par an. Pour info, 5000 décès par an, c'est plus que des politiques de santé publique très ambitieuses, par exemple des politiques de réduction de la consommation d'alcool. Ce même scénario permettrait d'éviter en termes de coûts médicaux, donc de coûts tangibles de santé, environ 270 millions d'euros par an. C'est à plus de 2 fois le budget de l'Institut national contre le cancer. Donc vous voyez, des éléments de comparaison. J'ai parlé de 0,7 mégatonnes de CO2 évité par an pour ce scénario de report modal. À titre de comparaison, on a beaucoup parlé de la réduction de la vitesse sur autoroute de 110 km/h. C'est une mesure qui permettrait d'éviter, ce scénario de report modal permettrait d'éviter environ la moitié de ces mégatonnes de CO2 évitées pour la limitation de la vitesse sur l'autoroute. Quelques éléments là encore de perspective, plutôt dans une perspective de coût-bénéfice de ces politiques de développement des transports actifs. Donc une fois, on en parle en termes de coûts. Le vélo a jusqu'alors bénéficié d'assez peu d'investissements en France. Le plan vélo 2023, qui est le plan le plus ambitieux qui a jamais été voté pour le vélo, ça a été 250 millions d'euros votés sur plusieurs années en 2023. À titre de comparaison, donc voilà, ça c'est ce que l'État met sur la table pour développer des politiques vélo. À titre de comparaison, au moment de la crise ukrainienne, pendant 4 mois où on a eu quelque part le gel des impôts à la pompe, les aides à la pompe à essence, l'État a dépensé 2 milliards d'euros pour subventionner les énergies fossiles qui sont mauvaises pour l'environnement, le climat, la santé. Voilà, à titre de comparaison où on en est. Et donc encore une fois, cette question de rendre visibles les bénéfices pour la santé de politique, ici avec l'exemple des transports actifs, est quelque chose de primordial. Voilà, quelques éléments pour expliquer que finalement, quand on parle d'action climatique et qu'on réfléchit en termes de bénéfices climatiques, on voit qu'on est dans un cadre où ces politiques d'atténuation ne sont pas forcément très vendeuses, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'action climatique, de réduction des gaz à effet de serre, on va dire que oui, c'est bien pour le climat, mais les bénéfices pour le climat sont des bénéfices à long terme. Si on arrête d'émettre du CO2 aujourd'hui, il va falloir attendre des décennies, voire des siècles pour que le niveau de réchauffement climatique rediminue. Et ces bénéfices, on sait que le CO2 n'a pas de frontières, donc ces bénéfices, ils sont dilués à l'échelle du globe. Si la France atteint la neutralité carbone, mais que ses voisins ne le font pas, il ne fera pas moins chaud sur la France que sur les autres pays. On est dans ce contexte-là qui font que la perspective climatique pour les politiques pour les politiques d'action climatique n'est pas très vendeuse parce qu'on sait que les êtres humains ont une préférence pour le présent. On a cette question de bénéfices dilués qui encourage quelque part la stratégie du passager clandestin qui consiste à ne pas réduire ses émissions à d'autres que les autres le font, vu que le bénéfice climatique va dépendre de l'action collective. Et bien finalement, quand on adopte la perspective de santé et non pas la perspective climatique, on voit que les mêmes actions
deviennent beaucoup plus prônes pour engager à l'action. Pourquoi? Parce que quand on parle de bénéfices pour la santé, tels que je les ai décrits pour le vélo, on est sur des bénéfices à court terme. Si demain on augmente la pratique du vélo en France, les bénéfices pour la santé en termes de santé cardiovasculaire, de risque de cancer vont être immédiatement visibles. Et donc ça, c'est quelque chose qui résout un petit peu cette question du long terme dans l'action climatique. Et de la même façon, les bénéfices là, pour le climat, les co-bénéfices pour la santé des actions climatiques sont des bénéfices qu'on dit concentrés. Pourquoi? Parce que c'est des bénéfices qui vont se faire sentir auprès de la population qui a consenti aux efforts. Je vous disais, si demain la France atteint la neutralité carbone, il ne fera pas moins chaud en France. Pour autant, ce seront les Français et les Françaises qui seront en meilleure santé du fait de l'activité physique, de la meilleure qualité de l'air. Et donc j'ai décrit un peu ces enjeux de co-bénéfices pour la santé de l'action climatique dans le domaine des transports. On peut l'avoir dans le domaine de la qualité de l'air, parce que tout ce qui est bon pour le climat, réduire les émissions de gaz d'énergie fossile, va améliorer également la qualité de l'air. Ça va améliorer également le confort thermique des logements. La rénovation thermique des logements va améliorer le confort thermique des logements, ce qui va là aussi se traduire par des bénéfices immédiats pour la santé. Et c'est la même chose dans l'alimentation. Réduire les apports carnés dans l'alimentation, les apports carnés qui sont un émetteur de méthane notamment, c'est quelque chose qui va immédiatement se traduire par une baisse du risque des maladies cardiovasculaires et des risques de cancer. Là, tout ça pour vous montrer comment finalement l'intégration de ces questions de santé dans le débat peut éclairer les débats autour des transitions, qu'on parle de différentes trajectoires bas carbone qui peuvent être quelque part comparable d'un objectif climatique sur un objectif climatique, mais on voit que certaines de ces trajectoires peuvent être plus ou moins favorables à la santé et que justement l'intégration des dimensions santé dans ces questions peuvent nous aider à faire des choix plus éclairés en matière de transition énergétique, de transition climatique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Les éléments que j'ai détaillés ici, vous pouvez les retrouver dans différents articles de vulgarisation qui sont gratuitement disponibles en ligne. Merci beaucoup. Merci pour ce travail. D'ailleurs, je vais me presser d'aller marcher parce que moi, je ne fais pas du vélo, j'ai des problèmes d'équilibre. Je voudrais savoir s'il y a des études de fait sur l'incitation à la pratique du vélo. Pourquoi aux Pays-Bas, on utilise beaucoup le vélo et pourquoi pas dans les autres pays? Et puis, vous avez pris le vélo, j'allais dire que le vélo, évidemment, vous ne pouvez pas tout faire, mais peut-être que les Français font autre chose que du vélo, ils font du foot ou un autre sport. Merci pour la question. Alors, effectivement, des pays comme le Danemark ou les Pays-Bas sont des pays très fortement cyclables. Pour les Pays-Bas, en fait, on nous dit souvent que c'est culturel, que c'est le cas depuis très longtemps. Dans le cas des Pays-Bas, c'est essentiellement lié à la crise énergétique de 1973, où, suite à cette crise énergétique, les Pays-Bas ont mis en place une politique cyclable. Les Pays-Bas n'étaient pas le pays du vélo avant 1973. Suite à 1973, ils ont mis en place des pistes cyclables, des jours sans voiture. Enfin, les pouvoirs publics ont mis en place toutes les conditions pour avoir un pays cyclable, des infrastructures, donc des pistes cyclables, des parkings vélos. Et tout ça vient à faire quelque part qu'ils ont un système de transport beaucoup plus cyclable que le nôtre. Et donc là, il y a vraiment cette question d'infrastructure, de politique publique autour de ça. Et j'ai pris l'exemple du vélo parce que on est ici sur quelque chose qui vient rentrer dans un autre domaine des politiques publiques, les politiques de transport. Promouvoir l'activité physique par le sport ou pour ce qu'on appelle des activités physiques récréationnelles, c'est très bien, il faut le faire. Mais là, on est dans le terme de l'activité physique pour l'activité physique. On ne vient pas quelque part rencontrer un autre secteur d'activité. Le domaine du vélo, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que via des politiques dans le transport, et dans le domaine du transport et pas des politiques dans le domaine du sport, on arrive à atteindre des bénéfices pour la santé. Des bénéfices pour la santé qui sont même plus importants que du même ordre de grandeur de ce qu'on pourrait atteindre dans le domaine pour des politiques de santé publique. Et le dernier point, c'est parce que tout simplement on sait que le domaine des transports est le premier secteur d'émissions en France. Donc c'est celui-là qu'il faut transformer. On pourrait faire des politiques sportives plus importantes, mais ça ne réglera pas le problème des émissions de CO2 en France. Donc ça, encore une fois, j'ai pris cet exemple des transports parce qu'on voit comment, en abordant la question du secteur d'activité le plus émetteur de CO2 en France, on peut quelque part générer des bénéfices de santé considérables. J'espère que ça répond. La marche, alors je l'ai prise, pardon, j'ai pas assez détaillé. Alors, non, c'est vrai, vous avez raison. La marche, je l'ai prise.
la raison, elle est là. Donc, ces bénéfices que j'ai détaillés dans les deux, dans les bénéfices des scénarios de l'ADEME et de Négawatt, prennent également en compte la marche. La seule différence, c'est que, en fait, en France, on est déjà plutôt pas mal en marche. Et donc, dans ces scénarios de neutralité carbone, les hypothèses faites sur l'augmentation de la marche sont assez modestes. Comme on marche déjà beaucoup, on imagine qu'on n'a pas beaucoup de potentiel d'augmentation pour la marche. Les Français marchent déjà environ 40 minutes par jour, on ne va pas pouvoir les faire marcher 3 heures par jour. En revanche, on parle de tellement bas pour le vélo que là, on a un potentiel d'augmentation qui est bien plus important. Mais ces résultats prennent en compte la marche, effectivement. Pour le vélo, il faut des pistes cyclables dans les villes et ça coûte cher, alors que la marche, ça ne coûte rien. On a des trottoirs, si, il y a des trottoirs aménagés. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas vrai que ça coûte rien la marche, parce qu'on sait qu'il y a également des politiques d'aménagement urbain qui favorisent ou non la marche. Et ça, c'est très important. Enfin, vraiment, c'est un champ, c'est une discipline de santé qui s'appelle l'urbanisme favorable à la santé, où on essaye de faire en sorte, par des aménagements urbains, de faciliter les transports actifs, y compris la marche. Et ça va être les zones de rencontre, ça va être de faire en sorte d'avoir des endroits beaucoup plus marchables, où vous n'avez pas à attendre que le feu passe au rouge pour les voitures pour traverser la route, vous allez être prioritaire. Et tout ça peut favoriser la marche, par des politiques publiques également. Et effectivement, ces aménagements urbains, que ce soit pour favoriser la marche ou le vélo, ça a un coût, je suis d'accord, mais on a également des coûts et beaucoup plus considérables pour les aménagements en faveur de la voiture. Et ça, on se pose rarement la question. Enfin, on dit rarement ça coûte cher, alors que très vite, on va dire les pistes cyclables coûtent cher. Et la question, c'est de voir, peut-être de ramener ces coûts au vu des bénéfices attendus. Et là, on sait que pour la marche et le vélo, les bénéfices attendus sont considérables. Là où, d'un point de vue de santé, on n'a pas de bénéfices à la voiture. Pour le dire vite, vous avez en effet montré que les questions de transition énergétique sont beaucoup vues par la question des impacts et finalement donc on est face à des moments de bilan qui montrent ce qui a été fait avant et donc on peut faire des constats, mais les constats ne poussent pas nécessairement à l'action. Pourtant, et puis pareil, la manière aussi dont le dérèglement climatique est abordé, en général, voit le poids que ce dérèglement a sur les écosystèmes, sur des pertes de rendement agricole ou encore sur le poids sur l'organisation des sociétés. Pour autant, ce n'est pas forcément des éléments tangibles et de manière même plus générale, la question de la sobriété énergétique sonne souvent dans les médias comme un espèce de gros mot qui pourrait en plus être assez coûteux et donc finalement ne porte pas nécessairement à l'action parce que qui dit sobriété dit ne pas aller avec une espèce de société du plaisir. Donc, ce que vous proposez, c'est de laisser beaucoup plus de place à la notion de co-bénéfice, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on pourrait s'adapter et être finalement plus en adéquation avec les dérèglements climatiques. L'exemple clé donc, que vous prenez, c'est la question des transports et plus particulièrement celle du vélo. Ça a été dit dans le public, dans le cas de la France en particulier, du fait de la large place laissée à la marche, le vélo pourrait être un levier particulièrement probant pour travailler sur les émissions de CO2. Et donc de ce fait-là, en fait, je trouve ça assez incroyable parce que en termes de rapport coût-bénéfice, les bénéfices sont mais vraiment... Enfin, c'est atterrant. Je ne m'attendais pas à ce que les modèles mathématiques sur lesquels vous travaillez avec vos étudiants soient si probants. Donc, quand on tient en compte le nombre de décès à viser, éviter, aussi le coût que ça fait peser sur la société, et donc, comme vous expliquez, on monétarise par ces DALI, vraiment l'impact est énorme avec finalement un effort assez modéré. Donc, finalement, en fait, ce que je trouve assez incroyable, c'est que vous montrez que les bénéfices seraient faits d'une visibilité assez incroyable, sans pour autant que les scénarios soient délirants. C'est-à-dire que par rapport, par exemple, aux recommandations de l'OMS en termes d'activité physique, ce qu'on demanderait dans ces scénarios-là sont complètement réalisables. Donc finalement, c'est assez gage d'espoir parce que avec peu, on peut faire beaucoup.
Et finalement, en fait, ce travail sur la notion autour des co-bénéfices permet aussi de voir sous un œil complètement différent cette notion de sobriété énergétique, en rendant finalement des questions qui seraient finalement, comme vous l'avez dit, quand c'est axé autour du climat, qui toucherait sur du long terme et des bénéfices dilués. Là, ça rend quelque chose, les choses beaucoup plus palpables sur du court terme et concernerait les individus eux-mêmes. Donc finalement, dans une société très individualisée, finalement, là, la sobriété énergétique sonnerait presque comme finalement quelque chose de louable pour simplement notre propre santé d'être humain. Donc là, ici, finalement, on en revient finalement à l'adage assez commun du mieux vaut prévenir que guérir, sachant que en général, finalement, la manière dont la médecine est traitée considère que à chaque fois, à chaque problème de santé, son médicament, et le levier semble évident, mais là c'est nier tous les coûts et c'est nier finalement l'avantage qu'il y a à ne pas faire. Donc là tout d'un coup, prévenir peut carrément guérir. Vraiment merci beaucoup pour cette présentation, c'était hyper intéressant.